amis, bienvenue à tous et merci d'avoir répondu massivement à notre invitation. J'aimerais tellement penser que vous êtes venus pour moi. Malheureusement, ce n'est pas moi, bien sûr, que vous êtes venus écouter ce soir, mais Éric Zemmour, que nous avons l'immense honneur de recevoir et à qui je veux exprimer au nom de tous les éveilleurs d'espérance de vifs remerciements. Ici, cher Éric Zemmour, vous êtes en famille. Pas de SOS Racisme, pas de LICRA, pas de Laurent Ruquier ni de Jean-Pierre Bacry. Non, ici à Versailles et à quelques mètres seulement de la salle du jeu de paume, où les premiers inquisiteurs de la pensée unique ont fait basculer l'histoire, nous avons une revanche à prendre. Nous avons, nous, notre génération, une revanche à prendre sur tous ceux qui ont, en seulement 30 petites années, brisé nos attachements vitaux, notre langue, notre culture, nos racines, anéanti ce petit joyau que nous avaient laissé nos parents, la France. Demain, nous n'aurons plus de patrie, nous n'aurons plus de famille, nous n'aurons même plus de parents, ni de frères et sœurs. Ils nous auront tout pris, de notre descendance jusqu'à notre ascendance. Cher Éric Zemmour, que nous reste-t-il? Il nous reste la terre charnelle, quelques esprits libres, et contre tout espoir, l'espérance de Solzhenitsyn. Notre liberté se construit sur ce qu'autrui ignore de nos existences. Les éveilleurs d'espérance, avec leurs petits moyens, mais avec leur grande audace, ont une ambition, être un laboratoire de la reconstruction. En se formant sur des thèmes culturels, historiques ou politiques au cœur de l'actualité, et en proposant des moyens d'engagement concrets au service du bien commun. Nous n'avons pas de choix et plus beaucoup de temps. Et nous croyons que nous pouvons changer l'histoire avec 1000 personnes. Elles sont peut-être ici devant vous ce soir. Très bonne soirée à tous. En fin de soirée, on donnera la parole à la salle. On essaiera de maîtriser, pas gagner. On verra, soyez concis dans vos questions. Et donc on a cherché pour vous présenter, on s'est dit, on va regarder un petit peu ce que dit la presse et les médias de vous. On a lu quelques journaux, vous ne connaissez pas trop. Et puis je suis tombé sur quelques qualificatifs. Obsessionnel, raciste, xénophobe, homophobe, islamophobe, le monstre d'après l'Express. Un homme qui rabaisse notre pays, qui voudrait nous ramener à une France qui aurait été heureuse dans les années 50, mais qui nie ce qu'est la réalité du monde. Manuel Valls dit de vous que vous avez une vision triste, enfermée sur elle-même, rance qui n'est pas celle de la France. Alors, Éric Zemmour, êtes-vous vraiment tout cela à la fois? Sans aucun doute, vous savez bien, ils ont toujours raison. Non, mais vous savez, je me suis habitué, mais je préfère en rire aujourd'hui. Il y a deux choses en fait là-dessous. La première, c'est le refus du débat démocratique, tout bêtement. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont tellement eu l'habitude du magistère intellectuel et même moral, puisqu'ils étaient le bien et nous étions le mal, qu'ils n'acceptent pas la discussion. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que, vous savez, ce genre d'insulte, Philippe Muret avait tout dit, c'est la cagophobe. Donc on sait bien, c'est la litanie des insultes, etc. Et la troisième, qui est plus révélatrice encore de leur état d'esprit, c'est que, vous avez remarqué, il faut m'enfermer, il faut me psychiatriser. C'est la vieille tactique des soviétiques, sous Brejnev, vous parliez de Solzhenitsyn. C'est la même chose, on envoie les dissidents et les opposants politiques en asile psychiatrique. Donc il faut que j'aille me faire soigner, c'est ce que j'entends. Il faut me déradicaliser. C'est intéressant comme comparaison parce que justement je voulais passer mon permis poids lourd. Donc, mais je ne l'ai pas encore, donc si vous voulez, j'ai encore du boulot devant moi. Et alors, que répondez-vous à ceux qui, de plus en plus nombreux, vous reprochent d'être de plus en plus dans une démarche politique au détriment de votre métier de journaliste? Et est-ce que quand vous vous rasez le matin,
vous pensez à vous présenter à l'élection présidentielle, parce que après votre livre sur le suicide français, il y avait certains sondages qui vous donnaient déjà, sans même que vous soyez déclaré, 8% d'intention de vote. Écoutez, je ne comprends pas, mais de toute façon c'est normal, elle n'est pas faite pour être comprise, elle est faite seulement pour être lancée comme ça. Je ne comprends pas cette accusation de il n'est plus journaliste, il fait de la politique. Les journalistes ont toujours fait de la politique. Le journalisme naît en France, je ne vous parle pas des ancêtres, mais sérieusement avec la Restauration, 1830, la Révolution contre Charles X. S'ils ne font pas de politique à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont toujours fait de la politique. Le journalisme, c'est la politique. Et c'est en France la littérature. Quand on demandait à Chateaubriand quelle était sa profession, il disait journaliste. Donc, en France, il y a toujours eu un triangle, littérature, politique, journalisme. Tout ça a toujours été lié. Moi, quand j'étais jeune, je découvrais Illusion perdue de Balzac, je l'ai déjà dit. Et qu'est-ce qu'il faisait là dans ce livre? C'était la politique, la littérature et le journalisme. C'est l'histoire de France. Je ne comprends pas cet argument. Et ceux qui me disent que je fais de plus en plus de politique, en général sont des journaux de gauche qui n'ont jamais cessé de faire de la politique. Je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai commencé comme journaliste politique classique au Quotidien de Paris, évidemment, je côtoyais des collègues de Libération, du Monde, etc. Et j'ai très vite compris comment ils racontaient les événements que j'avais vus en même temps qu'eux. Et j'ai très bien compris que le type qui faisait le moins de politique, c'était moi. Et j'ai très bien compris que le type qui était le plus objectif, c'était moi. Qui était le plus honnête, c'était moi. Et qui manipulait le moins les événements, c'était moi. Bah, j'ai vite compris ça. Il ne fallait pas être un génie pour comprendre ça. Il suffisait de les lire et après ce que j'avais vu moi. Donc franchement, ce genre de leçons, j'en accepte surtout pas de ces gens-là. Maintenant, pour le reste, la présidentielle, vous savez, la présidentielle, aujourd'hui, ça a complètement été dévoyé, ça a été complètement confisqué par les partis politiques. D'ailleurs, c'est un des problèmes français, c'est que le général de Gaulle a échoué. Il voulait arracher l'élection présidentielle aux partis politiques, les partis politiques l'ont récupéré. Donc cette discussion est restée une discussion purement intellectuelle pour moi. Éric Zemmour, cette fois-ci, c'est... Chacun son tour. J'ai J'ai l'impression d'être dans un 4 à 4, un match de 4 à 4. Pierre, c'est le méchant et moi, je suis le gentil. Mais il n'y a pas les cordes pour que je puisse essayer d'échapper. Voilà. Éric Zemmour, vous avez dédié votre précédent ouvrage, Le suicide français, à votre père. Vous m'excuserez cette question presque intime, mais qu'a pesé votre père dans l'homme de conviction que vous êtes devenu? Et j'irai même plus loin. Vous, le passionné de la France, vos ancêtres étaient-ils gaulois? Alors, j'avais dédié le suicide français à mon père parce qu'il était mort quelques mois plus tôt. Et mon père m'a transmis deux choses qui ne vont pas vous étonner. Mon père était fou de littérature française et fou de politique. Et à chaque fois, il admirait les grands écrivains français. Alors il admirait Victor Hugo, il admirait Chateaubriand, etc. C'était des espèces de dieux mythiques qui, d'ailleurs, c'était pas un lettré, vous comprenez? Il connaissait pas très bien, mais il avait comme ça attrapé au vol des phrases de ces grands écrivains et il les écrivait, il les notait dans un carnet, il les récitait. C'était une espèce de... Pour lui, c'était même pas des hommes, c'était des espèces de dieux. Et ça y est, il faut vous remettre dans le contexte. Pour ma famille, nous, on n'était pas gaulois, comme vous dites très bien. Moi, je ne suis pas un Français de souche, je suis un Français de branche. Nous, on arrive en France, on est Français depuis 1870. C'est à la fois beaucoup et rien. On n'était pas là aux croisades. Donc, si vous voulez... nous, on est de vieilles familles juives berbères qui étaient en Algérie depuis 1000 ans. La blague préférée de mon père, c'était de dire à ses amis arabo-musulmans, mais l'Algérie, elle est à moi, elle n'est pas à
C'était sa grande blague, ça lui plaisait beaucoup et ça faisait rire que lui d'ailleurs. Et mais c'était vrai, historiquement, c'était vrai. Et en fait, je pense qu'on est en Algérie depuis Saint-Augustin, si vous voulez, pour parler vite, hein, depuis l'Empire romain. Et puis, donc on a connu toutes les conquêtes, on a connu le statut de dhimmi, et puis la France est arrivée, et en général, les Juifs d'Algérie se sont précipités vers la France. Parce que c'était le moyen, d'abord c'était un pays qu'ils admiraient depuis très longtemps, et c'était le moyen de sortir de leur statut inférieur. Parce qu'en islam, le chrétien et le juif sont dhimmi, il doit payer un impôt et il n'a pas les mêmes droits que le musulman. C'est comme ça. Et ça n'avait été supprimé par l'Empire ottoman que sous la pression de la France et de l'Angleterre, je crois en 1856, si ma mémoire est bonne. Mais bref. Et tout ça pour vous dire que quand par exemple j'ai une polémique sur l'histoire des prénoms français, quand je vois que Rachida Dati dit que je dois me faire soigner, quand je vois que Alain Juppé dit qu'il ne fera pas la police des prénoms, je me demande dans quel monde ces gens ont grandi. Parce que moi, pour ma famille, c'était évident de donner des prénoms français. Et au départ, ils n'en avaient pas. Ils n'avaient pas de... Ça a été un effort pour eux. Comme les Italiens, comme les Espagnols, comme tous, on a francisé nos prénoms. On a donné, mon grand-père, voilà, a donné des prénoms, Robert, Roger, Francette, vous voyez, c'est des prénoms banals chez les Pieds Noirs d'Algérie à l'époque. Et ça ne les choquait pas, ils n'avaient pas l'impression de se renier, ils n'avaient pas l'impression d'avoir une police des prénoms. J'ai l'impression que tout ce qui a été est devenu incompréhensible à l'époque. Alors que j'estime que c'est, vous savez, c'est le mot de Brodel que j'aime à citer, c'est l'assimilation a permis l'intégration de générations d'étrangers. C'est ça la vérité. Il ne faut pas opposer l'assimilation et l'intégration, c'est l'assimilation qui permet l'intégration. Sans assimilation, il n'y a pas d'intégration. D'ailleurs, vous avez vu, ça a échoué. On a voulu séparer les deux depuis 30 ans et ça a échoué. La réalité, c'est que, évidemment, les choses vont mal, mais tout ne va pas si mal, la réalité n'est pas si noire. Pourquoi est-ce que vous brossez toujours ce côté négatif, noir de la France qui participe à parce que vous voyez, finalement, vous avez un problème pathologique. Bah ouais. Vous avez raison. Je viens par mot tout confirmé. Cette querelle du pessimisme et de l'optimisme commence vraiment à m'agacer. Je pense toujours, je crois que c'était Bernanos, moi aussi je suis comme Macron, je cite Bernanos, qui disait l'optimiste est un imbécile heureux et le pessimiste est un imbécile malheureux. Il y a un peu de ça. Mais en même temps, je ne comprends pas cette polémique. Il ne faut pas être optimiste béatement. Il faut voir, essayer d'être le plus... Moi, je ne suis pas pessimiste, j'essaie d'être le plus lucide possible. J'essaie d'être le plus rationnel possible. J'analyse le plus rationnellement possible. On parlera tout à l'heure de l'islam, c'est la même chose. On me reproche toujours d'être apocalyptique, d'être excessif, etc. Vraiment, je n'ai pas l'impression. Donc c'est pareil pour cette situation économique. J'essaie d'être le plus rationnel. Je peux me tromper. Je n'ai pas la science infuse, je ne crois pas avoir toujours raison. Mais j'essaie de travailler, de comprendre. C'est le côté journaliste. Je trouve que ça sert à ça un journaliste, ça essayer de comprendre et analyser et d'expliquer aux autres quand on a compris. C'est tout, il n'y a pas de il n'y a pas d'optimisme et de pessimisme. Moi, j'ai pas l'impression qu'on vive une période particulièrement faste de l'histoire de France. Je ne sais pas, demandez aux gens, vous verrez s'ils sont optimistes ou pessimistes comme moi. Mais qu'est-ce qui va bien en France? Mais beaucoup de choses vont bien. Vous savez, je vais vous dire, en fait, les gens sont plutôt heureux, mais ils sont malheureux pour leur pays. Et c'est pas incompatible. Les gens dans leur vie quotidienne, ils sont plutôt heureux, ils ont une famille, tous ces gens-là, ils ont des enfants, ils ont des amis. La vie en France est un art de vivre absolument exceptionnel. La campagne est magnifique, les villes sont sublimes. Paris est la plus belle ville du monde. Voilà. La vie personnelle peut être très heureuse, c'est pas le problème.
Mais les Français, ils ont ça de... Ils veulent aussi que leur pays soit grand, ils veulent aussi que leur pays aille bien. Et ils sont malheureux pour leur pays. Ça ne les empêche pas d'être heureux dans leur vie individuelle. Vous comprenez ? Je n'arrive pas à comprendre cette dichotomie sans fin. On peut être les deux. Il ne faut pas opposer les deux. Eric Zemmour, si vous voulez que je vais rester comme ça. Si vous voulez que je passe de l'autre côté, je suis prêt à bouger. Non, je ne vous regarde pas, Ah non, alors là, je suis triste. Ça fait 2 ans que j'attends vos avantages. Alors là, je suis vachement déçu. Mais si vous voulez que je déménage, je peux me mettre de l'autre côté. Non, puis pour ressembler trop à votre père, j'aurais l'impression d'être au bureau. Donc, Bon, on ne dira pas qui est-ce. Alors, avant de passer au sujet un peu plus chaud, on va dire, je voudrais qu'on parle de la démission du politique sous l'angle particulier du mariage pour tous, parce qu'on a un cas très particulier. Vous êtes ici dans une ville qui a porté ce combat avec ses tripes plus que jamais. Il y a encore 2 ans, Sarkozy nous indiquait qu'il était prêt à réécrire la loi Taubira, voire à l'abroger. Et aujourd'hui, tout le personnel politique, à l'exception du courageux Jean-Frédéric Poisson et du Front National, aux moindres mesures, ont renoncé à abroger cette loi. Les phrases emblématiques de la démission permanente de nos élites politiques sur les grands sujets. Non, c'est symptomatique de la soumission de la droite politique à la gauche culturelle depuis... C'est pour ça qu'ils m'accusent de faire de la politique. Parce que moi, je mène un combat culturel. Et donc la gauche a compris que... plutôt moi, j'ai compris que ce qu'ils avaient fait depuis 50 ans. Quand vous gagnez la bataille culturelle, vous avez les élites politiques qui sont soumises à votre doxa. C'est ce qui s'est passé pour la gauche, et pour la gauche culturelle depuis 68. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui ressemble, tout ce qui est présenté plutôt comme une liberté supplémentaire est défendu par la gauche et est accepté par la droite comme allant de soi. Il faut bien que vous compreniez ça, c'est simple à comprendre. La droite, donc, rechigne pour la forme, mais en fait, elle sait d'avance qu'elle ne remettra pas en question les conquêtes, entre guillemets, libérales, au sens de liberté, au sens où c'est entendu aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'au caprice des individus. Elle ne remettra pas en question ces choix-là. J'avais eu une discussion très vite après les grandes querelles sur le mariage pour tous, avec des gens autour de Sarkozy, etc. À l'époque même, je me souviens très très bien, j'avais trouvé un argument que je croyais intelligent. En fait, il était stupide apparemment. J'avais dit, c'est vraiment l'occasion ou jamais de remettre en question une avancée, toujours entre guillemets, sociétale de la gauche, parce que ça concerne une très petite fraction de population. C'est pas comme le divorce en 75, comme même l'avortement, etc. Vous voyez, ça concerne vraiment très très peu de gens. Donc c'était, de façon un peu cynique, un peu politique, le moyen de dire, bah voyez, pour une fois, on ne se soumet pas à l'avancée de la gauche et on remet en question parce qu'on estime que ce n'est pas un progrès, parce qu'on estime que la gauche a depuis longtemps abandonné toute idée de progrès. Et même ça, ils ne veulent pas l'entendre. Ils sont, vous savez, c'est une soumission idéologique, intellectuelle. Donc il n'y a pas, moi j'étais sûr que Sarkozy allait renoncer au renoncement. Alors dans votre livre, vous avez une introduction qui est très riche, qui aurait pu faire l'objet d'un livre à part entière. Mais l'éditeur y a songé. Très riche avec un thème central sur l'islam, mais quand même beaucoup de thèmes autres qui sont complémentaires, et notamment un qui est assez intéressant. Au début de cette introduction, vous faites une différenciation, ou plutôt une priorisation entre la défense de la souveraineté et la défense de l'identité. Et aujourd'hui, on voit bien qu'à droite, on court après cette identité, cette souveraineté. C'est un peu à celui qui aura qui sera le mieux disant dessus. Vous privilégiez, c'est ce que vous dites, le combat de l'identité sur la souveraineté parce qu'il est plus urgent. Alors pourquoi,
Quelle différence et pourquoi cette priorisation? Alors, c'est une question passionnante et en même temps, je trouve, qui est mal comprise. En fait, la souveraineté nationale, c'est évidemment essentiel. C'est la souveraineté du roi qui est passée à la souveraineté de la nation, souveraineté du peuple. On sait tous, qu'on connaît tous cette histoire-là. Et c'était, en plus, moi, j'ai côtoyé de près les Séguin, Pasqua et autres qui ont combattu contre le traité de Maastricht. Je me souviens très très bien. Donc, si vous voulez, j'étais un des rares journalistes à être pour le non à Maastricht, donc je m'en souviens très bien aussi. Donc, le combat pour la souveraineté, je le connais de près. Et je ne le méprise pas du tout, je ne le dédaigne pas du tout. Je sais que, évidemment, quand on n'a plus... vous savez, j'ai retenu les leçons de Marie-France Garot. Moi, j'ai passé des heures à écouter Marie-France Garot, à aller la voir là-bas, à côté de l'Assemblée nationale. Et c'était passionnant, d'ailleurs. Je la taquine parce qu'on avait le droit à un cours de droit pendant 2 heures, donc c'était un peu long, avant qu'elle nous raconte les histoires amoureuses de Jacques Chirac. C'était plus drôle, évidemment. Mais, bon, on a retenu quand même les leçons de droit. Donc je sais qu'un pays qui n'a plus sa monnaie, sa justice, sa défense, n'est plus un pays souverain. Je sais tout ça. Je sais aussi que l'euro a été, on parlait de l'économie tout à l'heure rapidement, l'euro a été plutôt catastrophique pour notre industrie, par exemple. Je sais aussi que une vraie bataille nous attend avec la Cour européenne de justice. Parce que je pense qu'aujourd'hui, avec la jurisprudence de la Cour européenne de justice, tout ce que j'essaye de proposer vaguement dans mon texte est impossible et serait interdit. Donc je ne nie pas du tout le combat pour la souveraineté, mais je dis que par rapport à il y a 25 ans maintenant, 92 c'est déjà 25 ans, il y a un combat qui est devenu malheureusement encore plus urgent, c'est le combat pour l'identité française. Et j'essaye d'expliquer qu'il y a des peuples qui ont perdu leur souveraineté. Je pense à la Pologne, qui a été partagée en 3 en 1792. Je pense à la Hongrie, qui a été occupée par l'Empire ottoman pendant 3 siècles. À beaucoup d'autres qui ont perdu leur souveraineté pendant longtemps et qui ont survécu parce qu'ils avaient conservé leur identité. Parce qu'ils avaient conservé leur langue, leur religion, leur culture, leur mode de vie, leur unité de peuple. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et je dis aujourd'hui, il y a un défi qui est encore plus grand que celui lancé à notre souveraineté et qui est celui lancé à notre identité. C'est là où, on va en parler certainement, mais je parle du défi que nous lance l'islam. C'est un défi civilisationnel, c'est un défi de civilisation. Je pense que le défi pour notre civilisation est plus important, oui, que notre défi pour récupérer des parcelles de souveraineté. Et je dis par exemple que aujourd'hui, c'est pas le Danemark par exemple est fermé à toute immigration et il est dans l'Union européenne. La Hongrie et la Pologne ont refusé le moindre migrant musulman et ils sont toujours dans l'Union européenne. C'est pas l'Union européenne qui a établi le regroupement familial. Alors bien sûr, la Cour européenne aujourd'hui nous interdirait d'en sortir, de l'arrêter. Mais on peut très bien sortir de la Cour européenne des droits de l'homme. On peut très bien sortir de certains articles de la Cour européenne des droits de l'homme. Les Anglais le font. Et ils ne sont pas revenus à la barbarie totalitaire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je pense que dire, et c'est là que j'attaque, si j'ose dire le combat, c'est uniquement la souveraineté, c'est refuser de voir que nous sommes dans une lutte civilisationnelle à mort. C'est ça, la vérité. Et on préfère dire il faut rétablir la souveraineté parce qu'on ne veut plus dire que c'est un combat civilisationnel. C'est tout. On arrive sur l'islam
qui va nous occuper un petit moment, parce que c'est vraiment la question centrale de la préface que vous avez écrite dans votre dernier ouvrage. Je suis assez étonné, mais alors je dirais que c'est peut-être pas d'ailleurs une critique que je ferai sur un quinquennat pour rien, mais peut-être, enfin c'est même pas une critique, c'est une observation que j'avais pu faire en lisant le Sud français, c'est que dans l'analyse que vous avez faite on va dire de la déconstruction de la France, vous n'avez pas fait réellement une analyse poussée de la chute de la pratique chrétienne, absolument sans précédent depuis 40 ans. N'offre-t-elle pas un vide abyssal qui nourrit l'implantation massive de cette nouvelle religion en France qu'est l'islam? C'est vrai que vous avez raison, je n'en ai pas fait un chapitre particulier dans le suicide français. J'en parle, mais je n'en ai pas fait un chapitre. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, je commence en 70. Et je pense que la déchristianisation a commencé bien avant. D'abord avec évidemment la Révolution française, même au XVIIIe siècle, selon certains historiens, ça a commencé dans les grandes villes, etc. Et puis ensuite, après Vatican II et après la rupture de 65, etc. Et j'ai eu l'impression que c'était derrière moi, enfin derrière la partie que j'avais choisie. Mais vous avez tout à fait raison. Je pense que effectivement la déchristianisation de la France massive a créé un vide spirituel, un vide culturel aussi, qui fait que, selon le poncif habituel, la nature ayant horreur du vide, il a été rempli, et il a été rempli par l'islam. Il y a effectivement ce rapport de vase communicant. Il y a même un deuxième rapport de vase communicant, d'après moi, c'est qu'à la place du christianisme, nous avons hérité d'un nihilisme consumériste de la modernité, qui lui aussi, je pense, ravage les âmes, détruit les cultures, détruit les besoins affectifs, saccage un peu les vies, et du coup, il y a une demande de tout l'inverse. Donc il y a une demande de chaleur familiale, il y a une demande d'autorité, il y a une demande de hiérarchie, il y a une demande de Dieu, et comme le christianisme est devenu d'une discrétion de rosière, l'islam occupe la place. Et c'est l'islam qui occupe la place à tous ceux qui ont envie, je vous dis, d'autorité, de hiérarchie, vous parliez tout à l'heure de la féminisation, de pouvoir viril. Je sais que ça déplaît à beaucoup de gens, mais c'est la vérité. Que ça soit homme ou femme d'ailleurs, de pouvoir hiérarchique, et également de spiritualité. Parallèlement à l'islam, on a ce que vous appelez cette religion des droits de l'homme qui je dirais, elle aussi, supplanté le christianisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on en arrive à pouvoir avoir le droit de se balader à poil à Paris. La mairie de Paris s'apprête à ouvrir un camp de naturistes. De la même façon que vous avez le droit de vous mettre en burkini sur une plage. Alors moi, j'ai une question assez précise à vous poser. Pratiquez-vous plutôt le nudisme ou le burkini en famille? Non, plus sérieusement, faut-il supprimer les droits de l'homme, tout simplement? Voilà, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Marcel Gauchet explique ça très bien dans son dernier livre. Et c'est un spécialiste, parce que c'est lui le premier qui a écrit un livre qui s'appelait « Les droits de l'homme ne font pas une politique ». En fait, on met sous l'expression droits de l'homme plusieurs choses qui n'ont rien à voir entre elles. Les droits de l'homme, au départ, c'est ce que les Anglais appelaient l'habeas corpus. On a appris ça, c'est-à-dire en gros la protection contre l'arbitraire, contre la lettre de cachet, les droits naturels, individuels de l'individu à ne pas être arrêté comme ça. On vient vous arrêter et puis sans aucun procès, sans rien. Ça, c'est l'habeas corpus. Et puis ensuite, il y a la Révolution française, et la Révolution française impose une vision plus complète des droits de l'homme, qui est les droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire à la fois Locke et Rousseau. C'est-à-dire les droits de l'homme, ce qu'on vient de dire, l'habeas corpus, mais
dans le cadre d'une nation souveraine. C'est le citoyen. C'est-à-dire que vous êtes libre que parce que votre nation est libre. Ça, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est la tradition française des droits de l'homme. Ensuite, vous avez eu, en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, les droits sociaux. Vous avez remarqué que plus personne n'en parle. Très intéressant. De temps en temps, Gérard Filoche fait une crise sur les droits sociaux de 1946, mais le pauvre, il me fait de la peine. Parce que vraiment... Et puis alors là, le juge, le Conseil d'État s'en fout royalement. Hein. Vous aurez remarqué. Bon. Et puis, il y a une ultime conception qui est récente, qui a 30 ans, qui est une conception qui vient des pays anglo-saxons, qui a un lien avec notre histoire de mariage pour tous, etc., qui est une extension des droits de l'homme conçus comme l'habeas corpus, les droits de l'individu, qui est l'individu a tous les droits. La société n'en a aucun. L'individu peut tout exiger de la société, et la société n'a absolument rien à exiger contre lui, et ne peut pas protéger ses mœurs, son âme, vous voyez, son passé, contre les exigences des individus. Ça, c'est une conception qui est aujourd'hui celle du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'homme, de tous les juges qui nous dirigent à la place des politiques, qui est une conception extensive des principes anglo-saxons, qui est une conception complètement folle pour moi, et que je n'ai pas à respecter. Je pense que j'ai toute légitimité pour la combattre. C'est ça que j'explique dans le livre. Quand je dis il faut abolir cette religion des droits de l'homme, expression de Régis Debray, vous voyez, je me protégeais. Hein. Quand je dis qu'il faut abolir cette religion des droits de l'homme, je pense à ça, à ce que je viens de vous expliquer, qui est le contraire de la tradition française et qui est une conception anglo-saxonne devenue folle. Ce n'est pas abolir les droits de l'homme, vous comprenez, j'ai pas envie qu'on enferme n'importe qui pour n'importe quoi. En plus, je serais le premier à être mis en prison, alors il faut être prudent. Ouais, vous imaginez. Donc, non. Mais en revanche, vous avez vu la décision du Conseil d'État pour le Burkini, elle était très intéressante. J'étais sûr qu'ils allaient effectivement rejeter ces arrêtés municipaux. Parce que c'est toute la jurisprudence depuis 30 ans du Conseil d'État qui est soumise à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Si cette conception-là, individualiste des droits de l'homme, se pérennise, on ne peut absolument pas empêcher l'islam, qui a très bien compris ça, de se servir de cette déclaration des droits de l'homme, de cette conception des droits de l'homme, comme un cheval de Troie pour islamiser de plus en plus de territoires dans le pays. C'est ça l'enjeu. Parce que c'est toujours le même argument. Les femmes se voilent, liberté individuelle. Les femmes mettent le burkini, liberté individuelle. Les hommes s'habillent comme au 7e siècle en Arabie Saoudite pour s'habiller comme le prophète, liberté individuelle. Ils prient dans la rue, liberté individuelle. Ils exigent le halal à tous les repas dans les entreprises, dans les écoles, liberté individuelle. Une femme ne veut pas se faire soigner par un médecin homme, liberté individuelle. Mais c'est tranquille. C'est du beurre. Vous comprenez? C'est la phrase de Karadawi, le théologien, ils ont très bien compris, le théologien islamiste des frères musulmans, qui a dit « Avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons, avec nos lois coraniques, nous vous dominerons. » C'est tout. Le programme est clair. Alors, peut-être qu'en plus de supprimer les droits de l'homme, il va falloir supprimer le Conseil d'État. Ah, mais je vais vous dire, je pense que c'est la mère des batailles. Je pense sincèrement. Je pense que le Conseil d'État, depuis 40 ans, a été à la source de la déconstruction et de la destruction que j'expliquais dans le Société français. C'est le Conseil d'État qui a empêché en 1976 Raymond Barre d'arrêter le regroupement familial. C'est le Conseil d'État qui, en 1980, a autorisé le regroupement familial pour les femmes polygames. C'est le Conseil d'État qui, en 1989, a autorisé le voile à l'école. Il a fallu 15 ans pour interdire par une loi en 2004. Qui n'est pas respecté. À l'école, il est respecté. Elle n'est pas respectée dans la rue. Ça, vous confondez avec la loi sur le voile intégral.
C'est le Conseil d'État qui a, vous avez vu, sur le Burkini. C'est le Conseil d'État qui, par le rapport Thiot, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2013, d'ailleurs, M. Thiot qui signait la décision pour le Burkini, qui avait fait ce rapport extraordinaire dans lequel il disait que l'assimilation à la France était une chimère et qu'on s'assimilait à des choses qui n'avaient jamais existé. Vous voyez, ça c'est un de ceux qui dit que rien n'a jamais existé. Louis XIV n'a jamais existé, les églises n'ont jamais existé, c'est un mythe tout ça, l'assimilation n'a jamais existé, rien n'a jamais existé. Donc la France d'avant n'a jamais existé. Et donc on ne peut pas s'assimiler à quelque chose qui n'a jamais existé, évidemment. Donc tout ça c'est le Conseil d'État. Et le Conseil d'État est très emblématique de l'idéologie des élites dominantes aujourd'hui. C'est la crème de la crème, le Conseil d'État. Hein. C'est tous les premiers de l'ENA depuis 40 ans. Donc c'est pas un hasard. Non mais c'est vrai, ils choisissent sous l'inspection des finances le Conseil d'État et les meilleurs des meilleurs choisissent le Conseil d'État. Donc c'est loin d'être des imbéciles, ils sont loin d'être méprisables. Simplement ils ont une idéologie qui est une idéologie mondialiste, qui est une idéologie qui pense qu'il faut sacrifier le peuple français à une vision universaliste, les fameuses vertus chrétiennes devenues folles de Chesterton, un universalisme complètement fou. Vous savez, autrefois les communistes voulaient sacrifier la bourgeoisie sur l'autel du prolétariat, et aujourd'hui nous avons des élites qui veulent sacrifier les peuples européens, en particulier le peuple français, sur l'autel d'un universalisme mal compris. C'est ça aujourd'hui, et le Conseil d'État en est la pointe de diamant. Le combat contre le Conseil d'État devrait être frontal. Je pense que nous sommes exactement dans la même situation que les rois avec les parlements d'Ancien Régime. Vous connaissez bien sûr l'histoire, ils étaient tous avec les rebelles, ils se rebellaient, c'était la fronde, etc. Et un jour, Louis XIV, on ne sait pas si c'est une légende ou si c'est une vérité historique, mais moi je crois que c'est une vérité parce que l'histoire est magnifique. Il venait d'une chasse, et donc il était botté avec son fouet, et il rentre au Parlement de Paris, et il se montre comme ça, et il dit, voilà, c'est moi le roi. Et je pense qu'il faut faire ça avec le Conseil d'État aujourd'hui. Et les bottes de Louis XIV aujourd'hui, c'est le référendum, il n'y a que ça. Alors sur l'islam, vous êtes assez cash. Vous dites l'islam est incompatible avec la laïcité, avec la démocratie, avec la république laïque. Et vous continuez, vous précisez même, l'islam est incompatible avec la France. Le projet des rénovateurs n'est pas de moderniser l'islam comme le croient nos élites incultes, mais d'islamiser la modernité. Il ne peut y avoir d'islam de France, il peut seulement y avoir une France islamique. Écoutez. D'ailleurs, vous n'êtes pas islamiste, vous êtes islamique. Bien sûr, je fais exprès. Vous dites non plus le califat islamique. Vous dites Daesh, c'est l'État islamique. Vous ne dites pas islamiste. D'ailleurs, islamiste, en arabe, ça n'existe pas. Voilà. L'islamisme non plus. L'islam, c'est tout. C'est une nuance qui n'existe pas. Et d'ailleurs, en français, cette nuance a été inventée uniquement pour des raisons sémantiques, pour aligner l'islam sur toutes les autres religions. On disait christianisme, catholicisme, protestantisme, judaïsme, bouddhisme, et on disait islam. Donc on a dit islamisme au XVIIIe siècle pour ça. Et pendant tout le XIXe siècle, tous les grands écrivains disent islamisme, ils disent islam et islamisme indifféremment. Et ce n'est que depuis 20 ans, comme par hasard, qu'on a trouvé un distinguo absolument génial, qui est l'islam c'est gentil, l'islamisme c'est méchant. Une découverte absolument extraordinaire. Donc si vous voulez, comme moi, malheureusement, ça fait longtemps que je lis plus le Club des Saints, donc j'ai essayé d'aller voir plus loin que les gentils et les méchants. Je le regrette, hein, mais c'est comme ça. Et en fait, j'ai découvert en travaillant, parce que j'essaye de lire, je ne suis pas comme Alain Juppé, donc je ne parle pas du Coran sans l'avoir lu. Donc je lis, voilà, j'essaie de comprendre, c'est tout. C'est toujours la même chose. Et quand je lis, je découvre des choses assez simples en fait. Assez simples. L'islam
est une religion qui vient, c'est la dernière révélation, et si vous voulez, pour compenser cette chronologie, l'islam déclare que nous sommes tous musulmans. C'est la première chose fondamentale. L'islam est une religion naturelle, c'est-à-dire que Dieu a dit « vous êtes tous musulmans », c'est ça dans le Coran. Et ceux qui ne sont pas musulmans, c'est ceux qui n'ont pas compris. C'est-à-dire Moïse était musulman, le Christ était musulman, ils sont tous musulmans. Et ceux qui sont restés juifs ou chrétiens ou autres, c'est qu'ils ont dévoyé le message de Jésus, de Moïse, etc., qui étaient musulmans. C'est pour ça que l'apostasie est punie de mort. Parce qu'un musulman qui se convertit au christianisme ou autre, il ne peut être que tué, puisqu'il n'a pas compris que tout le monde était musulman. Et d'ailleurs, je ne prends pas cet exemple par hasard, parce que c'est un exemple typique de la faiblesse et de la lâcheté de nos politiques. Quand il y a eu l'installation du Conseil français musulman, Jean-Pierre Chevènement a demandé aux autorités musulmanes d'abolir cette règle et de dire, à partir de maintenant, il y a une liberté religieuse en France, et donc on a le droit de se convertir. Et on ne menace plus de mort les apostates. Les autorités religieuses musulmanes ont refusé obstinément. Chevènement a fini par trouver un compromis, et les autorités religieuses musulmanes ont dit qu'ils reconnaissaient la Déclaration des droits de l'homme universelle dans laquelle il y a la liberté religieuse. Vous voyez, c'est vraiment... bon. Et quand Sarkozy est arrivé, lui, il a dit c'est pas grave, on s'en fout. C'est le problème avec Sarkozy, c'est qu'il n'a jamais le temps de lire au-delà de 2 lignes, donc évidemment, après... Donc, vous voyez, c'est typique. Donc, pourquoi je dis, vous avez lu un passage fort, pourquoi je lis incompatible avec la démocratie, la République, la laïcité, la France? C'est très simple. C'est toute l'histoire de l'islam qui explique ça. L'islam n'a jamais connu la laïcité. Jamais. Elle n'a jamais connu la séparation entre le public et le privé, entre les clercs et les fidèles, entre l'État et la religion. Jamais. Le pouvoir politique a toujours dirigé la religion, c'est le fameux califat, et a toujours mêlé, a toujours considéré la religion comme la loi des pays. C'est le droit. L'islam n'est pas seulement une religion, l'islam est un droit, l'islam est une nation, l'islam est une civilisation, c'est comme dit Rémi Brague, un ensemble clé en main pour déterminer la vie globale de l'individu, pas seulement la vie cultuelle, c'est-à-dire la prière, les pèlerinages, etc. Non, la vie globale, l'ensemble de l'existence d'un individu est réglé par l'islam. Donc l'islam, et c'est un code civil, c'est un code juridique, c'est plus qu'une religion, vous comprenez? La grande erreur en France, c'est que on juge l'islam à l'aune du christianisme. C'est une grave erreur. On ne comprend rien à l'islam. Et les musulmans les plus avertis savent très bien ce que je dis. C'est pas une insulte pour l'islam que de dire ça. C'est au contraire leur gloire. Et qu'est-ce qui se passe dans le cours des siècles? C'est que, en gros, si vous voulez, on voit bien que toutes les religions ont été... il y a eu la rencontre entre la foi, entre les révélations divines, le judaïsme, le christianisme, l'islam, et la raison. Et dans l'islam, c'est dans Philippe d'Héribarne que je lis ça, c'est très intéressant parce que la même histoire est racontée de façon beaucoup plus sobre. C'est Dieu dit à Abraham d'aller annoncer la destruction à Sodome et Gomorrhe, et Abraham se soumit à la volonté de Dieu. Point. Et alors, face à cet islam conquérant, en fait... Mais par essence. Par exemple. C'est pas, si vous voulez, l'islam, c'est l'islam consubstantiellement est lié à la guerre depuis les origines. Depuis les origines, c'est pas au fil des siècles, hein, comme dans la chrétienté, il y a eu des moments de guerre, il y a eu etc. Là, c'est à l'origine, constitutivement, Mahomet est un chef de guerre. Donc, islam conquérante, guerre de civilisation. Finalement, l'islam attaque ou veut conquérir cette terre de chrétienté qu'est la France,
et vous défendez, vous prônez, pas que vous, beaucoup prônent pour contrer cet islam, la laïcité. Mais avec une nation dont les racines sont aussi profondément ancrées dans cette chrétienté, est-ce qu'il n'est pas plus efficace de défendre la chrétienté et non pas la laïcité? Alors, d'abord, il faut bien comprendre que la France n'est pas seul enjeu. C'est un enjeu planétaire. Huntington a une expression terrible, il dit « toutes les frontières de l'islam saignent ». Il y a effectivement, à toutes les frontières de l'islam, il y a la guerre. Avec la Chine, en Russie, en Afrique et jusqu'en Europe. Partout où il y a une rencontre entre l'islam et la chrétienté, où l'islam et le bouddhisme, où l'islam est en Inde, à chaque fois, il y a des affrontements. Il y a donc un mouvement planétaire qui est dû à des tas de phénomènes démographiques, etc., qui fait que toutes les frontières de l'islam saignent. Maintenant, la France est en Europe la cible privilégiée, parce que c'est le ventre mou du ventre mou, parce qu'il y a là la plus importante communauté musulmane d'Europe, et parce que, aussi, de façon théologique, la France a été terre d'islam. Vous savez que pour l'islam, toute terre qui a été terre d'islam doit y revenir. C'est ce qui explique le caractère inexpiable du conflit entre les Israéliens et les Palestiniens. Ça n'a rien à voir avec les Palestiniens. C'est profondément religieux. C'est-à-dire qu'Israël a été une terre musulmane, donc on n'a pas le droit de ne plus l'être. L'Espagne, pareil. Et la France a été aussi une terre musulmane jusqu'à Tours, parce que vous savez qu'ils sont montés, ils ont été arrêtés à Toulouse, ils sont le fameux après Poitiers, et ils sont même montés jusqu'à Tours. Donc pour les frères musulmans, par exemple, la France est terre d'islam pour ça, parce qu'elle l'a été. Donc, maintenant, vous dites la laïcité et la chrétienté. Moi, je pense qu'il faut concilier les deux. C'est-à-dire que je ne suis pas anti-laïque. D'ailleurs, la laïcité, maintenant tout le monde le sait, est issue du christianisme. Donc, il ne faut pas rejeter la laïcité. La laïcité permet la séparation du public et du privé, par exemple. C'est déjà un bon moyen de contenir l'islam dans la vie privée. Si déjà on arrive à ça, c'est-à-dire que ça veut dire que déjà on interdit les voiles dans la rue, les habits islamiques pour les hommes, gandoura et autres camis, etc. Tout ça, c'est respectueux de la laïcité, puisque la laïcité, pour la conception française, c'est la séparation du privé et du public. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, on veut absolument nous faire croire que la laïcité, c'est uniquement la liberté religieuse. Et ça, il fallait l'expliquer à l'Église en 1905. Et il fallait l'expliquer à ceux à qui on envoyait l'armée pour faire les inventaires. Enfin, vous voyez, on voit bien que c'est n'importe quoi. On voit bien aussi que la laïcité qui, depuis 1959, vous savez, la loi de Bray sur les écoles privées, on voit bien qu'elle s'est adoucie, qu'elle s'est atténuée, mais tout simplement parce qu'il n'y avait plus de conflit politique entre l'Église et la République. Il faut remettre ça dans son contexte. Aujourd'hui, il y a un conflit politique entre la République et l'islam. Le problème, parce que l'islam est politique. Vous savez, c'est Khomeini, je crois qu'il en connaissait un rayon en islam. Enfin bon, Alain Juppé va nous expliquer qu'il en connaît mieux. Khomeini disait l'islam est politique ou rien. Non mais j'aime beaucoup Alain Juppé, mais bon, passons. L'islam est politique ou rien. Vous voyez ? L'islam est fondamentalement politique. Donc il y a un combat politique entre la République et l'islam, mais la République ne veut pas le voir. La République le refuse. C'est pour ça que j'ai écrit ce texte. La République considère, et ses dirigeants, considèrent au contraire que le mal, c'est l'islamisme, et que plus il y aura d'islam, et moins il y aura d'islamisme. Je pense que c'est criminel de penser ça. Et que, justement, en écrivant ce texte, j'ai voulu dire, voilà, l'islam et l'islamisme, c'est la même chose. Donc, si vous voulez moins d'islamisme, il faut tout simplement moins d'islam. Et moins d'islam, c'est à la fois par la laïcité, et en même temps, je suis tout à fait d'accord avec vous, par le christianisme. Mais ça peut être concomitant, c'est-à-dire que ça ne touche pas les mêmes gens.
On ne va pas forcer les gens à avoir la foi en Jésus-Christ. En revanche, que l'Église reprenne son travail de conversion, de présence, etc., moi je suis tout à fait favorable. Hein, mais ça ne vous a pas échappé que je n'étais papa. Pas encore. Pas encore. J'ai l'impression que vous m'avez oublié, donc je reprends la parole. Les jaloux. Voilà. C'est le problème des petits jaloux. Je dirais que... Vous parlez de la sémantique dans votre livre, et c'est vrai qu'aujourd'hui, derrière le mot laïcité, on met tout ce qu'on veut, derrière le mot identité, on met tout ce qu'on veut, les mots n'ont plus de sens. Les mots n'ont plus de sens, et quand ils en ont un, et qu'on les dit, et que vous les dites, et évidemment, ça devient un crime absolu, interdit de critiquer l'islam, interdit de parler de Poutine en bien, interdit de parler par exemple du droit à l'IVG, de l'avortement, c'est le saint des saints. C'est vrai, tabou. c'est vrai, c'est un tabou ça, c'est vrai, vous avez raison. Est-ce que vous croyez que ce terrorisme intellectuel, qui a d'ailleurs été dénoncé par l'essayiste notre ami Jean Sévilla, est encore à l'œuvre, et pendant combien de temps? De manière synthétique. Très vite, non, c'est très vite. Je pense qu'il n'a plus de prise sur le peuple, mais il a encore, il domine encore les médias dominants. Si vous voulez, c'est la distinction que je fais toujours entre l'idéologie dominante et l'idéologie majoritaire. L'idéologie dominante, c'est celle des classes dominantes. Et celle-là, c'est le terrorisme intellectuel que vous dénoncez, que j'ai essayé d'analyser dans le Suicide français, et pour mon plus grand malheur et mon plus grand bonheur à la fois, parce que justement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que les gens ont adhéré à ce livre parce qu'ils n'adhèrent plus à l'idéologie dominante. Ils sont en dissidence, ils sont en sécession. L'idéologie dominante n'est plus majoritaire. Et nous avons un problème qui est un problème à la fois idéologique et politique. C'est-à-dire que nous sommes revenus à un combat qui était, si vous voulez, le combat politique au temps des cités italiennes, bien avant des siècles avant la Révolution, qui n'est plus du tout un combat droite-gauche, qui est le balcon contre le parterre, les élites contre le peuple, avec deux idéologies qui n'ont plus rien à voir et qui s'affrontent. Les élites insultant le peuple en lui disant qu'il n'est que populiste, et le peuple vomissant les élites en disant qu'elles sont lâches, qu'elles ne comprennent rien à ce qui leur arrive, etc. Il y a un vrai conflit qu'avait très bien d'ailleurs prophétisé et analysé Christopher Lasch dans son livre « La révolte des élites ». Il y a effectivement aujourd'hui, et c'est un de nos problèmes fondamentaux qui explique le dynamisme aussi et la capacité de l'islam à se répandre partout, c'est qu'il a fait alliance avec nos élites. On le voit électoralement, vous avez dû regarder le Brexit. Regardez la sociologie électorale du Brexit, elle est passionnante. Elle est passionnante. Juste pour conclure, on a voulu aborder de façon très vaste les différents sujets que vous évoquez depuis plusieurs années, et on est revenu évidemment en particulier sur un quinquennat pour rien, mais c'est vrai que parfois on peut se dire que quelque part il y a une forme de désespérance qui se dégage de cette analyse, qui est c'est vrai lucide, mais quand même désespérance. Et malgré tout, nous qui avons justement monté cette association Éveilleurs d'Espérance, nous croyons en de nouvelles générations qui œuvrent dans l'ombre, qui fondent des familles, qui montent des écoles, qui créent des associations, qui font la promotion du beau, du vrai. Ces générations-là, ces hommes-là, on ne les entend pas dans les médias. On les a vus surgir sur le pavé, il est vrai en nombre, il y a quelques années. Ça a été un combat politique perdu, mais, vous le dites vous-même, un combat politique perdu, ça a été le cas de mai 68. Ils ont perdu politiquement, mais ils ont gagné culturellement. Et aujourd'hui, on en paye les pots cassés. Eh bien, ne croyez-vous pas justement qu'une renaissance est possible? Croyez-vous finalement à un réveil français? Nous voulons y croire et nous espérons qu'il viendra. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous encourager? Non, mais vous avez raison d'y croire, vous avez raison de vouloir y croire. Non, mais c'est pas moqueur ce que je dis. Il faut évidemment y croire, il faut continuer à y croire, il faut faire comme si
comment dire, vous savez, c'est un lieu commun. Quand j'étais à Sciences Po, on avait toujours la phrase habituelle de Gramsci, il faut avoir l'optimisme, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. C'est un lieu commun. Il faut les deux, évidemment. Sinon, on ne fait rien. On ne fait que des choses stupides ou alors on ne fait rien. Je vous ai dit en début d'intervention, je pense que c'est une opposition factice. Vous voyez, il ne faut pas tomber dans ce panneau-là. Il ne faut pas être ni optimiste ni pessimiste. Il faut essayer d'être lucide et vous avez tout à fait raison. Il y a une nouvelle génération, mais c'est normal. C'est la première génération qui ose enfin affronter les grands-pères de 60 ans, qui a écrasé, cette génération a écrasé 40 ans. 2 générations. C'est énorme. Donc là, enfin, on a des petits jeunes, comme les autres sont vieux, qui osent leur tirer la barre. Bon. Moi, je trouve qu'ils ont bien raison. Il faut qu'ils continuent. Il faut qu'ils continuent à faire tout ce que vous avez dit, et moi, c'est formidable. Maintenant, il faut savoir que c'est pas par des actions individuelles et chacun dans son coin qu'on y arrivera. Voilà. Il faut un vrai sursaut populaire. Et ça va être difficile à le provoquer. Mais en même temps, je pense que c'est l'histoire qui provoque les réflexes politiques, et c'est l'histoire qui réveille les peuples. Donc soit nous serons un peuple définitivement endormi et définitivement aseptisé, et nous serons vaincus, et nous serons écrasés et remplacés. Soit nous nous réveillerons et nous combattrons et nous défendrons notre civilisation, et nous serons sauvés. Et on choisit la deuxième solution. Que Dieu nous entende. Alors, il y a Nicolas qui est vous aurez l'occasion d'aller ensuite faire dédicacer votre livre, que vous ne manquerez pas évidemment d'acheter, parce que partir sans acheter le livre d'Éric Zemmour, c'est un peu un sacrilège. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, la question doit être concise, sinon je serai très autoritaire. Deux questions maintenant. Ah bon, pas de chance. Vous avez payé moins cher. Monsieur Zemmour, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, je suis myope, donc je ne sais pas où vous êtes. Je souhaitais vous poser une question au sujet du génocide par substitution du peuple européen, plus communément appelé le grand remplacement. Alors ce grand remplacement, il évolue par nos élites, vous en avez suffisamment parlé, nos élites médiatiques, économiques, et même pourrait-on dire ecclésiastiques, pour certaines d'entre elles. Alors, face à ce grand remplacement, certains parlent de remigration en ce moment. N'est-ce pas plutôt d'une reconquista dont notre pays aura besoin? Vous savez, c'est des mots que j'emploie assez souvent, le grand remplacement, et en général, on me dit c'est des fantasmes, c'est des choses qui n'existent pas, on est vraiment... Et en fait, je réponds toujours la même chose, c'est que moi, depuis mon enfance, partout où j'ai grandi aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de Français de souche. Aujourd'hui, le grand remplacement, c'est une réalité. Alors évidemment, c'est une réalité partielle, grâce à Dieu. Mais c'est évident qu'il y a à l'œuvre une population qui remplace une autre, tout simplement parce qu'il y a une réalité démographique. Je ne vous ferai pas l'offense de vous rappeler qu'en Afrique, il y avait 500 millions dans les années 60, 1 milliard aujourd'hui et 2 milliards en 2050. En 2050, le Nigeria aura à lui tout seul plus de 400 millions d'habitants, plus que les États-Unis, que le Maghreb aura 130 millions, et que simplement 1% de cette augmentation folle peut se déverser chez nous, et ça fait déjà des millions de personnes. Donc, évidemment qu'il y a le problème de fond est un problème démographique qui est aggravé chez nous
parce que les Américains l'ont, je parlais d'Huntington tout à l'heure, ils l'ont avec les Hispaniques et les Mexicains, etc. Et nous, c'est un problème démographique qui est aggravé par la question religieuse que nous avons évoquée longuement. Maintenant, la reconquista, oui, ça veut dire reconquérir les terres qui ont connu ce grand remplacement. Oui, sans doute. Vous savez, c'est compliqué parce que je ne sais pas de quoi demain est fait. Je ne sais pas, je vous ai dit tout à l'heure ce que j'en pensais. Donc, je ne peux pas être prophète à ce point. Je ne sais pas ce que l'histoire va donner. Et dans l'avenir, il y aura certainement des affrontements, il y aura certainement des chocs, puisque ces deux civilisations qui sont en train de s'entrechoquer, déjà le sang coule depuis quelques années, et ça ne va pas cesser, je pense. Alors, Nicolas, là, tu vas te battre. Dernière question, après vous aurez la possibilité de voir Éric Zemmour dans la salle de dédicace. Vous revendiquez votre positionnement politique. Levez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Vous revendiquez votre positionnement politique. Les élections approchent. On ne connaît pas encore l'ensemble des candidats, mais vous positionnerez-vous. Non, mais c'est une bonne question. Dites-vous ce que vous pensez de chacun des programmes. Effectivement. Là, on en a pour la nuit, là, non? Non, je ne parle pas de ce soir. Ah, bon. Je veux dire, le ferez-vous? Aujourd'hui, on ne connaît pas l'ensemble des candidats. Ah oui, d'accord. Non, mais je peux pas vous répondre. J'ai l'impression que, bon, je ne veux pas faire un jeu de mots facile, mais qu'après avoir titré un quinquennat pour rien, je pourrais titrer une élection pour rien. J'ai l'impression que cette élection ne servira à rien, qu'elle est déjà jouée d'avance, on sait déjà quels en sont les protagonistes, quels sont les résultats. À quelques détails près, bon, évidemment ils ont de l'importance pour les intéressés, mais pour nous, je pense que ça n'aura pas une grande importance. J'ai le sentiment, je vous dis, d'une impasse politique. C'est-à-dire que j'ai le sentiment d'une réalité idéologique et sociologique qui bute contre une réalité politique, au sens partisan du terme. Il y a là une disharmonie entre tout ça. Et tant qu'il y aura cette impasse politique, on ne débouchera sur rien. Et c'est comme la question de tout à l'heure, je ne sais pas si ça va se décanter, quand et comment et tout ça. Donc pour l'instant, je pense que pour moi, j'essaye de mener un combat politique au sens culturel du terme, et vous avez bien compris évidemment, au sens gramscien du terme, comme on dit toujours, et j'essaye de le mener le plus honnêtement possible et avec le plus de persévérance et de pugnacité. Mais pour le reste, je ne vois pas trop l'intérêt de me lancer dans une bataille partisane qui est faussée. Voilà, merci Éric.